pour cette piqûre de rappel tout à fait à propos, dans un événement qui s'intitule « Le progrès, c'est nous ». Je pense qu'on est sur la ligne que vous nous avez décrite. Alors maintenant, nous allons accueillir 8 étudiants internationaux qui vont me rejoindre. Voilà, nous avons souhaité un peu décaler le regard et donner la parole à la jeunesse. Allez, je vous en prie. Alors, ils sont tous de différentes régions du continent, du globe même. Ils sont tous en échange à Sciences Po. Et on a souhaité leur donner la parole pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur la France, les Français, voilà, qu'ils nous racontent leur anecdote et qu'ils aient un point de vue un petit peu décalé parfois. Donc, je m'adresse au premier qui a un micro, Pierre-Adrien. Allez-y, je vous en prie. Alors, vous, c'est un petit peu différent. Vous êtes français de nationalité, mais vous avez vécu depuis que vous avez 3 ans en Allemagne. Je vous en prie. Voilà. Donc, moi, je voudrais vous présenter, en fait, un cocktail, celui qui se boit et qui, toutefois, fait la force des Français et, en même temps, amène un paradoxe, un peu la potion magique d'Astérix. Et donc, on peut, comme dans certains cocktails, délimiter les couches. Et c'est celle-là que je veux aborder. Donc, une des couches, et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, c'est le pessimisme des Français. Donc, elle a ouvert une brèche que je vais utiliser. Moi, il y a 3 ans, il y avait un sondage qui m'avait interpellé, qui montrait que les Français étaient plus pessimistes quant à leur avenir que les Afghans, qui vivent sous la crainte d'une bombe quand même, hein. Et ça, je le ressens ici, en France, dans le quotidien. Par exemple, tout à l'heure, le lundi matin, on va à l'université, il y a la une avec un taux d'impopularité, avec un président à l'ère Mossad, tout est mis en scène pour le mécontentement des Français. Et ça c'est pas nouveau. C'était sous Hollande, mais aussi sous Sarkozy, par exemple. Il y a souvent beaucoup de mécontentement qui est exprimé, et c'est vraiment quelque chose qui concerne toute la société française. Je le ressens comme ça, et qui est d'ailleurs utilisé. Il y a énormément d'externalisation sur le mécontentement. Par exemple, la série Bref par les humoristes, ça se base là-dessus, je trouve. Et aussi par des philosophes qui externalisent ce mécontentement, ce pessimisme, comme par exemple Stéphane Hessel dans son essai « Indignez-vous ». Et ça me fait venir en fait à la deuxième couche de mon cocktail. C'est l'énergie folle qui en jaillit. L'énergie, une vocation à l'universel en France. Mais chez soi, l'universel, mais quand même. Une frénésie créatrice. Et ça, c'est vraiment l'envie de laisser sa trace en France, l'envie de donner son avis, d'avoir des valeurs françaises qu'on exporte, que ce soit sur la scène internationale en politique, mais aussi au niveau social. Et finalement, tout ça, ça crée un bloc soudé. Aller attaquer les Lumières du dictionnaire, c'est pas possible. Ça crée un bloc soudé derrière ce patrimoine merveilleux qui est finalement ce que je vois de beau à la France. Et le tout donne, pour rester dans les métaphores, un volcan constamment en éruption et auquel on peut se brûler, c'est sûr, mais qui finalement est la nature des choses et qu'on ne peut pas stopper. Et c'est un phénomène quand même merveilleux. Voilà, et ce cocktail, pour lui donner un nom quand même, je l'appelle, vous ne le trouverez pas dans les bars, mais je l'appelle le Tequila Frankreich. Et Reich, c'est empire, mais c'est aussi riche. Et ce cocktail-là, il est très riche en ressources. Merci Pierre-Alain. Chloé, allez-y, je vous en prie. Donc vous êtes Chloé Houdré, vous êtes américaine. Je vous en prie. Donc, je pense que la façon dont je décrirais la France, et déjà j'aimerais dire avant de commencer que je pense que j'ai un point de vue peut-être biaisé. Je ne pense pas que je peux parler pour toute la France, pour ce que je vois, l'école dans laquelle j'étudie et mon environnement ne représente pas toute la France. Et je pense que garder ça
en mémoire, c'est très important par rapport à ce que je vais dire. Mais je trouve que la France et les Français, je trouve qu'ils sont très fiers de leur pays et de leur nation, de ce qu'ils sont. Et je pense que ça, c'est lié à une deuxième chose, un deuxième mot que j'utiliserais pour décrire la France, c'est la tradition. Et depuis que je suis en France, je remarque qu'il y a énormément de traditions, soit le fait que tout est fermé le dimanche, et pour moi, venant des États-Unis, ça c'est un autre monde, on ne peut rien trouver qui est ouvert le dimanche, et même après, disons, 10 heures du soir. Donc ça, c'est très différent, le fait, la famille, la place qu'a la famille dans cette société est aussi une des choses les plus importantes que je trouve qui la caractérise. Sinon, si je disais une chose que j'aimais à propos de la France et une chose que je n'aimais pas, je dirais que une des choses que j'aime le plus, et je pense que ça c'est surtout en tant qu'étudiante de sciences politiques, c'est le fait que les Français sont très actifs, le fait qu'il y a des grèves tout le temps, des manifestations. Je sais que mes amis français m'ont dit que parfois ils en ont marre de tout ça, mais pour moi, c'est passionnant, je trouve ça passionnant, le fait que vous allez dans les rues, quand vous êtes mécontent, vous tenez très fort à vos valeurs et ça revient aux traditions. Et sinon, si je devais dire une chose que j'aimais pas, je trouve que les Français sont relativement critiques, peuvent être critiques et parfois avoir un esprit un peu refermé, disons, un peu refermé quant à ce qui n'est pas à eux et ce dont ils ont l'habitude. Et ça aussi, ça revient aux traditions. Oui. Merci. Beaucoup, Chloé Audrey. Alors, Karol Boki, vous êtes polonais et vous avez une image à nous montrer. Tout à fait. Pour décrire la France, bonsoir à tous d'abord. Pour décrire la France, en fait, j'ai choisi l'image qui est assez intime, assez personnelle. C'est une image que j'ai prise avec mes amis français, en l'occurrence, il y a 3 ans. Et pour moi, ce qu'il y a sur cette image, il y a 3 traits caractéristiques et 3 réflexions qui me viennent à l'esprit quand je pense à la France et aux Français. La première chose qui peut paraître très anodine et très banale, c'est les rapports très spécifiques des Français à la nourriture. Et en fait, ce qui nous choque, nous les étrangers, c'est que la nourriture dans un cadre de vie des Français rythme la vie et aussi est un noyau en fait des rapports sociaux, aussi rapports économiques, parce qu'on voit souvent que même les partenaires des business vont s'unir autour de la table pour nouer une relation, un contrat par exemple. L'autre chose dont je voulais parler, la deuxième chose, c'est en fait le fait qu'avec les Français, il est impossible de développer une relation superficielle. C'est un article que j'ai lu déjà il y a 10 ans, je pense encore en Pologne, et quand je suis venu en France, je l'ai compris. En fait, les Français puissent paraître assez froids, assez distants au premier regard. Par contre, sous cette couche, on retrouve cette dynamisme dont tu as parlé, on retrouve l'enthousiasme, on retrouve vraiment la chaleur à laquelle on ne s'attendait pas avant, en premier abord. Donc, s'il y a un conseil que je vous donne à un Français, c'est justement peut-être d'être plus à l'aise, plus chaleureux dès le début. Et la troisième chose qui me vient à l'esprit quand je regarde cette image, c'est aussi le fait que les Français sont très fiers de leur pays. Mais cette fierté ne devrait pas se conjuguer avec l'orgueil et l'arrogance. Parce que malheureusement, c'est comme ça que les Français sont souvent perçus à l'étranger comme arrogants. Et moi, je pense que c'est une image très mauvaise. Mais c'est souvent malheureusement la vérité, parce que ce que nous, on ressent les étudiants étrangers ici à Paris, et même ailleurs en France, c'est que souvent on n'est pas mis sur les pieds d'égalité. Je pense qu'il y a cette méfiance des Français par rapport aux étrangers. Et si je pourrais donner un message, une recommandation en français aujourd'hui, c'est de s'ouvrir en monde, ne pas être méfiant par rapport à tout ce qui est étranger, et aussi puiser dans d'autres cultures pour pouvoir progresser aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, Gabrielle Sévestre, je vais avoir mal prononcé le nom, désolée. Vous êtes canadienne, je vous passe la parole.
Bon, alors oui, je suis de Montréal et la première fois que je suis venue en France pour habiter ici, j'avais 15 ans. Et il y a une anecdote particulière qui résume très bien mon expérience. Alors quand j'avais 15 ans et je suis venue en France, le premier truc que les gens me disaient, même après un an, c'était « Ah, mais vous êtes québécoise, ça s'entend, c'est sympa !» Et l'accent, il était très fort. Et il me disait toujours cette même phrase de semaine en semaine, et même après avoir habité à Paris pendant longtemps maintenant, c'était toujours quelque chose qui revenait, quelque chose qui d'abord était qui était sympathique, les gens disaient ça pour être gentil, mais c'était quelque chose qui bloquait. C'était comme un cadre que les gens avaient beaucoup de difficultés à passer par-dessus, surtout au lycée. Et même si j'ai fait l'école internationale, ben, c'était toujours cette espèce de cadre. Et ça doit être mon point que j'aime moins de la France. Cette espèce c'est pas nécessairement un manque d'ouverture d'esprit, mais Carole a parlé de se mettre sur le même pied d'égalité. Surtout, je crois, venant d'une famille francophone et étant francophone moi-même, les gens ont toujours une perception qui est un peu différente. On ne voit jamais vraiment un Américain qui dit à un Britannique tout le temps « Ah, vous êtes Britannique, ça s'entend, c'est bien !» Et ça a toujours été un genre de blocage et c'était qu'une question d'accent. Mais par contre, je crois que la France a énormément à offrir, surtout que maintenant, après plusieurs années, moi je me sens comme chez moi en France. Et je crois que c'est vraiment après avoir percé un peu et avoir travaillé sur l'accent, que j'ai vraiment eu une ouverture à ce pays qui a une culture absolument incroyable et une appréciation pour des travaux intellectuels qu'on ne trouve pas ailleurs. En Amérique, je me fais toujours dire « Ah, vous n'êtes pas en médecine, vous n'êtes pas avocat, qu'est-ce que vous allez faire ?» Tandis qu'en France, on a une appréciation pour autre chose, pour l'art, la culture, et ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Et je crois que c'est une richesse que la France a beaucoup d'intérêt à faire partager et à faire connaître dans le monde. Merci. Merci. Alors, Christina Misko, alors vous êtes anglaise, vous êtes née à Londres, mais votre famille est d'origine ukrainienne. On continue notre tour du globe, hein. On passe d'une région à une autre. D'accord. Je vous en prie. Premièrement, ce soit un peu difficile de dire les choses négatives de français dans une salle de juste française, mais je vais être honnête. La première chose que j'ai vue quand je suis arrivée à Paris, c'était la bureaucratie, malheureusement. Quand je suis arrivée, j'ai dû obtenir une banque de compte bancaire. Mais le problème, c'était que j'ai dû avoir un appartement pour avoir un compte bancaire, mais un compte bancaire pour avoir un appartement. Et donc, cet absolu paradoxe était vivant dans Paris tout le temps, dans mes premières 2 mois. Mais cependant, il y a beaucoup de choses que j'adore ici. Par exemple, votre appréciation pour la culture, c'est vraiment évident à comparaison de chez moi. Les gens adorent les galeries, le musée, c'est absolument accepté même avec les jeunes, j'adore ça. Aussi, j'aime que, comme vous avez dit, la bibliothèque est fermée pendant le dimanche. Ça, c'est très bien si tu n'as pas une dissertation pour lundi, mais quand même, la culture, ça respecte le reposer. Je crois que c'est vraiment important. Il y a peut-être plus un équilibre de travail, la vie ici, qu'à Londres, où tout est ouvert 24 heures par jour. La culture est donc la même. Finalement, je veux juste dire quelque chose qui me manque en Angleterre. C'est l'humour. Je n'ai pas encore compris l'humour français. C'est vraiment difficile. Récemment, j'ai lu un article qui était écrit totalement ironiquement en français et je n'ai pas compris. C'était vraiment difficile. J'espère qu'à la fin de l'année, je vais comprendre, mais au moment, merci pour avoir appris. Merci. Alors, Muyendo, vous êtes japonaise. Je vous laisse nous donner votre point de vue sur la France et les Français. Merci. Donc, quittons pour l'instant le monde occidental. Bon, il n'y a que des différences entre le Japon et la France, mais je vais quand même dire que c'est très intéressant de voir ce qui ne sont pas écrits dans la société française, alors que c'est une société écrite, c'est une société du contrat, la France. Par exemple, quand je suis venue en France, tout d'abord, j'ai remarqué que les gens s'habillent tous pareil.
Mais pour moi, c'était comme ça. Parce que, alors que c'était choquant pour moi parce que je trouvais que la France est un pays de la liberté, les gens sont plutôt libres de s'exprimer. Mais en fait, quand on leur donne la liberté, les Français ont la préférence de venir vers le centre, vers la majorité, vers ce qui est considéré normal. C'est ce que je sens généralement chez les Français. La même chose peut être dit sur le classement social, par exemple. Théoriquement, les Français sont plutôt attachés à l'égalité, alors qu'en réalité, on voit pas mal de classements hiérarchiques, la société, vraiment des clivages. Je trouve ça vraiment intéressant. Parce que je ne dis pas que c'est une hypocrisie, mais moi je dirais aux Japonais qui viendra étudier, vivre en France, attention mes amis, il ne faut pas que vous soyez si naïfs comme ils sont au Japon, parce qu'il y a une sorte de code social qu'on doit respecter, qu'on doit regarder quand on vit en France. Ce n'est pas seulement les règles écrites qui fonctionnent pour maintenir l'ordre de la société française. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Marie-Alice McLean-Dreyfus, vous êtes australienne, je crois que votre père est français, c'est ça? Ouais. Voilà, je vous passe la parole. Donc, je vais prendre une approche plus personnelle. Donc, la première fois que je suis venue en France, c'était en 2005. Quand j'étais au lycée, j'ai fait un échange en Bretagne et j'ai vu le Mont-Saint-Michel, le Château de la Loire, Paris, tous les sites historiques. Et la richesse culturelle de la France et la fierté des Français de leur pays m'avaient frappée. Donc, autant d'Australiennes, l'histoire contemporaine n'est pas si longue ou aussi riche qu'ici en France. Donc, je suis venue cette année, donc c'est maintenant 2013, et j'étais étonnée parce que les mêmes problèmes de 2005, le chômage des jeunes, les immigrés, les crises d'identité dans les partis politiques, il me semble que maintenant, en 2013, on voit les mêmes problèmes. Et donc, j'ai une petite anecdote qui démontre comment la France n'a pas beaucoup bougé. Je suis allée à la cimetière de Père-Lachaise pour voir les tombeaux de mes ancêtres. Et c'était très difficile de trouver l'endroit de leur tombeau. Donc tout d'abord, si on demande aux gardiens à l'entrée du cimetière, ils ne peuvent nous dire où sont les tombeaux. Donc il faut aller à le bureau central et il n'y a qu'un employeur qui peut vous dire où sont les tombeaux. Et puis elle met une petite croix sur une carte en disant « Ah, c'est là, il faut juste aller là-bas pour trouver le tombeau. » Mais maintenant, c'est le 21e siècle et donc tout est informatisé. Donc il me semble que peut-être ça devrait être informatisé. Et donc, alors qu'il y a la France performante, la France du TGV, d'Airbus, il y a aussi la France ralentie, la France de Marrakech administrative, donc l'histoire de la banque démontre ça bien, et aussi la France des politiciens qui sont un peu égoïstes. Donc, mais je pense en même temps, pour donner une petite anecdote historique, pendant la Révolution, quand la France était bloquée par les autres pays européens, la France a trouvé à s'en sortir. Et je pense maintenant la France peut aussi trouver un second souffle pour repartir. Merci beaucoup. Alors maintenant, notre dernière étudiante, Laura Aumann. Vous êtes allemande, et donc allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Une des nombreuses choses que je trouve intéressantes en France, c'est la différence presque paradoxale de la relation homme-femme, de la division des rôles dans la sphère privée d'un côté et la sphère publique de l'autre côté. Dans la sphère publique, je trouve que la relation homme-femme est très avancée, très émancipée, très progressiste.
Par exemple, une femme qui a accouché commence très vite, déjà après 8 semaines parfois, à travailler et à même travailler à temps plein, sans être considérée comme une mère qui n'aime pas ses enfants, comme une mauvaise mère, comme on les considère souvent en Allemagne. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve ça très bien. Dans la sphère privée, par contre, j'ai observé qu'il y a quand même une division des rôles assez stricte, assez claire. Il y a des règles qui ne sont pas prononcées, mais qui sont quand même sous-entendues et que tout le monde respecte. Par exemple, pour les hommes et les femmes, il y a toujours l'homme qui doit faire le premier pas. C'est toujours l'homme qui prend les choses en main. Et ça m'a beaucoup surpris. On m'a souvent expliqué ça, qu'il faut toujours attendre que l'homme fasse les choses d'abord et que la femme réagisse. Donc oui, ce paradoxe entre la sphère publique et la sphère privée que je trouve fascinante. Merci. Les femmes françaises essayent de reprendre le pouvoir et de ne pas toujours se laisser faire. Alors, je vous le repasse. Je vais vous donner, on a un petit peu de surplus de temps. Je vais vous demander d'essayer de trouver un mot. Alors ça sera forcément complètement arbitraire, hein, on s'en doute bien. Le thème s'appelle « Ils sont fous ces Français », donc allez-y. Promis, je vous protégerai à la sortie, vous ne vous ferez pas agresser par la salle. Dites ce qui vous vient quand on vous parle des Français, votre premier mot. Moi, je vais en rester au potentiel, voilà, et je vais dire le mot en allemand, comme ça on partage un peu. Fruchtbar. C'est, en gros, on peut le traduire par foisonnant, donc ça bouge dans tous les sens, on retourne les objets dans tous les sens, on les regarde, et au final, il y a du potentiel. Chloé? Mon mot est la tradition. Très bien. Moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est peut-être adjectif sophistiqué, parce que c'est vrai que même si les Français sont très chaleureux, ce que j'ai déjà dit, c'est vraiment difficile de retrouver cette chaleur, ce potentiel qui est dans leur cœur. Et c'est pour cela, la société, surtout aujourd'hui, qui est submergée par le poids de la crise, je trouve très sophistiquée. Merci beaucoup. Gabrielle, votre mot? Pour moi, ce sera hésitante. Alors, hésitante entre un passé qui est très riche et aussi le futur. Alors, et aussi, pardon? Le futur. D'accord. Comme première impression, je veux dire juste le vêtement noir. Parce que dans le métro, dans cette salle, il y a beaucoup de monde qui porte du noir. C'est simpliste, mais... D'accord, on y réfléchira pareil, on fera attention à ça aussi. Moi, je trouve que les Français sont vraiment rationalistes, ce qui n'est pas du tout le cas au Japon. D'accord. Sclérosé, ça revient de sclérosé. D'accord. Ce que je reviens de dire. Très bien. Et Laura, pour conclure? L'élégance authentique et naturelle. Ça me va pour conclure, ça me paraît très bien. Merci beaucoup pour ce regard, ces regards différents.